Merci, ceci est donc la 6e soirée du cycle et la 2e. Donc là, le mois dernier, on a fait une séance, déjà une soirée sur la question de la formation, un petit peu des opinions. Donc dans la question de la démocratie, naturellement, il y a l'initiative, la possibilité pour la population, les citoyens de s'exprimer, de participer. Il y a une série de sujets, je dirais, qui sont abordés dans les autres séances, mais un des sujets importants, c'est de voir aussi un des aspects, mais de quelle manière est-ce que les citoyens s'expriment vraiment librement. Sont-ils conditionnés par quel mécanisme et jusqu'à quel degré? Je vais mettre l'accent, malgré tout, et c'est mon privilège de pouvoir recentrer sur quelque chose que je connais mieux et sur lequel je peux sans doute apporter plus de choses que sur des domaines que je connais moins bien, et qui est le sens que peut encore avoir aujourd'hui, ce que ça a été, une évolution historique, et ce que ça peut avoir encore comme sens aujourd'hui par rapport à cette question des médias que la question des médias de service public. Alors, la question de base, évidemment que les médias, et c'était la première question qui était posée dans le résumé que tu as fait, Franco, c'est vrai que démocratie et liberté de médias vont de pair, je dirais même plus, les médias sont, la liberté des médias, ou les médias sont constitutifs de la démocratie. La meilleure preuve, c'est que dans n'importe quel endroit du monde, dès qu'il y a un coup d'État, la première chose que font ceux qui tentent un coup d'État, c'est d'aller s'emparer de la radio, de la télévision, de prendre le contrôle des journaux. Ça dit bien l'importance que peut avoir l'expression médiatique par rapport à la situation politique. Par ailleurs, il y a une ambiguïté d'emblée qui existe depuis toujours, depuis que les médias existent. Est-ce que les médias sont un contre-pouvoir, ce que je dirais la démocratie libérale dans son essence semble dire, ou est-ce que les médias ne sont pas aussi en même temps un pouvoir? Les médias ont toujours été à la fois contre et avec, selon les circonstances et les rapports de force, le pouvoir politique, étatique, financier, partisan, capitaliste. Enfin, on peut ajouter là une série de qualificatifs ou de précisions. Et en même temps, dans certaines circonstances, ont été contre. Donc, les médias en eux-mêmes ne sont pas nécessairement un contre-pouvoir, un pouvoir. Ils sont l'un et l'autre, alternativement, contradictoirement. Il y a là je dirais des rôles qui évoluent en fonction de la situation politique qui existe dans l'un ou l'autre pays ou dans l'une ou l'autre circonstance. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que dès la naissance, le premier journal reconnu comme étant, il y en a eu d'autres avant sur une forme beaucoup plus artisanale, mais le premier véritable journal, celui qu'on a appelé le premier journal, la Gazette de Théophraste Renaudot, en 1631, qui est le premier journal diffusé en plusieurs centaines et puis en plusieurs milliers d'exemplaires en France, est à la fois une entreprise politique soutenue par le cardinal Richelieu et est créé, Théophraste Renaudot est en même temps qu'il est le premier, je dirais, fondateur de journal, est en même temps l'inventeur de la publicité. Ça dit bien ce que ça veut dire sur la nature le média et dès le départ intégré dans, je dirais, la question économique, la question je dirais, du profit. Et pour ceux qui créent les journaux à partir du milieu du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, il est évident que dans la majorité des cas, le moteur de la production d'un média est d'avoir des ressources et des bénéfices et des profits. Il faut aussi, pour se relativiser un peu les choses et pour se dire qu'on n'est pas dans une situation qui est peut-être la plus extraordinaire sur le plan médiatique, se souvenir que, alors que la radio et la télévision n'existent pas, en France, au début du XXe siècle, il y a en France 600 titres quotidiens. Imaginez, 600 titres quotidiens, 600 journaux qui sortent tous les jours, avec 80 à 90 journaux selon les 10 premières années du XXe siècle, rien qu'à Paris, et ça représente ce qu'on appelle une pénétration, c'est-à-dire un taux de lecteurs, de 244 lecteurs pour 1000 habitants. Inimaginable aujourd'hui. Je veux dire, on n'est plus du tout, en termes d'audimat, de radio ou de télé peut-être,
Mais là, en termes de lecture, avec ce que ça suppose la lecture, c'est-à-dire quand même une distance, une réflexion, même s'il s'agit de journaux populaires qui mettent l'accent sur des événements de faits divers ou sur des feuilletons, mais malgré tout, il y a la question de la lecture qui met la distance, nous dit qu'au début du XXe siècle, il y a là un phénomène assez extraordinaire en termes de médias. Mais qu'aussi, dès le départ, il s'agit bien de faire du profit et que la publicité est présente dès les tout premiers organes de presse qui existent. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La seule réponse pour se dégager de cette emprise-là a été quand même le service public, qui naît, selon les pays occidentaux, puisque c'est là qu'il naît d'abord, qu'il naît, disons, à partir de la fin des années 20, début des années 30, qui se développe surtout d'une manière massive après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est le service public qui va tenter donc d'arracher, en radio et en télévision, qui va tenter, je parle ici des pays occidentaux, les pays qui ont connu la révolution soviétique, c'est une autre question, d'autres problèmes, mais qu'on n'évoquera pas, je pense, ici ce soir. Ce n'est pas la question qui est au centre de notre débat. Mais chez nous, en tout cas, chez nous, dans l'ensemble de l'Europe, c'est bien le service public. Et c'est le cœur un peu de mon intervention, quand même, ce sera autour de cette question du service public, en essayant d'abord de voir, de se poser la question, pour essayer d'arriver non pas à une conclusion, mais à une question que nous aurons à discuter. Est-ce que ce service public, qui à un moment a été un instrument véritablement, je dirais, de connaissance, démocratique, est-ce qu'il est encore aujourd'hui récupérable ou non, étant donné l'évolution qu'il a connue? Alors, de ce point de vue-là, je voudrais dire d'abord trois choses sur le service public, en me bornant évidemment sur la question, je veux dire, qui est celle du film que vous avez vu et qui est celle de notre débat de ce soir, c'est-à-dire la question de l'information. D'abord, première question, on peut se demander, est-ce qu'il existe une information de service public? C'est contesté par un certain nombre de spécialistes des médias et de praticiens des médias qui disent, mais non, il n'y a pas une information de service public, il y a l'information avec un grand I. Je ne crois pas, évidemment, à cette généralité. Il y a une information de service public qu'on pourrait définir de la manière suivante, me semble-t-il. L'information de service public est une information qui donne aux citoyens, donc je ne dis pas à l'auditeur et au téléspectateur, mais aux citoyens, un certain nombre d'instruments qui lui permettent à lui, citoyen, auditeur, téléspectateur, de se faire une opinion sur les événements qu'on lui rapporte. Libre à lui, par après, d'utiliser ces instruments pour se forger sa propre opinion et éventuellement d'intervenir dans le débat, d'intervenir comme, je dirais, participant dans la vie politique. Donc, l'information de service public doit fournir ces éléments qui permettent aux citoyens de se forger une opinion. Il ne doit pas pour autant, me semble-t-il, lui dire ce qu'il doit penser. On est là dans un autre cadre. Il y a donc là, me semble, une limite qui n'est pas toujours simple à déterminer, mais qui me semble importante. Deuxième point, tu as parlé d'information neutre, où il y a ce mythe de l'objectivité. L'objectivité n'existe évidemment pas, elle ne peut pas exister. Je pense qu'une information de service public doit être une information qui offre une pluralité de points de vue. L'important, c'est le point de vue de chacun. Il n'y a pas d'objectivité. Chacun est le fruit de mille choses. Un journaliste que j'aime beaucoup, qui était un de mes maîtres, Jean Lacouture, dit toujours que nous sommes le produit de ce que nous avons vécu dans le ventre de notre mère jusqu'au dernier roman que nous avons lu. Et en passant par notre formation intellectuelle, sociale, la vie que nous avons vécue, tout ce que nous avons pu vivre. Je veux dire, cette addition de subjectivité personnelle fait que nous développons un point de vue sur le monde. Et quand je dis le monde, il est ici au coin de la rue comme il est à l'autre bout de la planète. Donc, l'objectivité que souvent on brandit dans le cadre officiel du service public ou dans les partis politiques qui contestent telle ou telle interprétation de journalistes ou de rédaction, est évidemment une aberration. Cela n'existe pas. Il n'y a qu'une somme de subjectivité, une somme de points de vue
Et il est important qu'il y ait cette somme, donc des contradictions, des oppositions, parfois même des oppositions très fortes entre les points de vue, et c'est de cela que peut naître, je dirais, cet instrument de connaissance ou d'appréhension du monde qui est utile aux citoyens. Le troisième point qui me semble distinctif de ce que devrait être, ce qu'a été, devrait être, et qu'il est parfois encore, mais moins aujourd'hui peut-être qu'hier, et j'espère moins que s'il le sera demain, c'est, je dirais, la question d'une radio-télévision de l'offre. Alors, autant le socialisme de l'offre de notre ami François Hollande me semble une aberration absolue en termes politiques et idéologiques, autant en termes de médias, l'offre a un sens. C'est-à-dire, l'offre, ça veut dire qu'on propose à l'auditeur et aux téléspectateurs un certain nombre de programmes. En considérant que celui qui est en face, que le récepteur, l'auditeur ou le téléspectateur n'est pas qu'un consommateur, mais comme je le disais, un citoyen, et qu'il est doué d'une intelligence qui habite la plupart ou l'extraordinaire majorité de nos contemporains et même de ceux qui étaient avant nous. Donc la question de l'offre, c'est que le rôle d'une télévision de service public, c'est de proposer un certain nombre de programmes. Depuis maintenant une quarantaine d'années, et on était déjà avant en ce qui concernait la télévision commerciale ou la radio commerciale, sur une politique de ce qu'on appelle la demande. C'est-à-dire que ceux qui maîtrisent l'instrument pensent qu'ils peuvent apprécier a priori ce qu'est la demande du téléspectateur. Et évidemment, la demande est en général plutôt quelque chose qui doit favoriser une audience maximum. On arrive là sur la question de l'audimat, qu'on confond souvent avec le suffrage universel, alors que ça n'a évidemment rien à voir, mais c'est une toute vieille question. Cette question de l'offre ou de la demande. Une toute petite citation, il y aura deux citations ce soir, la première est très courte, l'autre sera un peu plus longue, mais celle-ci est très courte. Un dirigeant de l'audiovisuel, je vous dirai après qui et quand, a dit « Celui qui se flatte de donner au public ce que souhaite ce dernier ne fait le plus souvent que créer une demande pour la médiocrité afin de la satisfaire ensuite. » Alors, ça a été dit alors que la télévision n'existait pas. Donc ça concernait la radio. Et ce monsieur s'appelait Lord, c'était un Lord anglais, Lord Reid, c'était le premier directeur de la BBC en 1932. Donc déjà à l'époque, alors qu'on n'était pas, je veux dire, dans les problèmes qui nous agitent aujourd'hui sur les pressions commerciales, sur l'audimat, sur la course à l'audience, déjà en 1932, quand naît la BBC naît en 27. 5 ans après, son premier directeur général met déjà en garde par rapport à ça. Moi, je tire simplement une leçon de ça, c'est que, et c'est souvent contesté dans les débats, surtout à gauche, je veux dire dans les gens qui pensent que tout est question de rapport de forces économiques et sociaux et que hors de la lutte de classe, il n'y a pas d'explication du monde. Pour moi, ça indique ceci, que donc le premier directeur général de la BBC, pur service public, qui n'ait aucune concession, je dirais, à la facilité, nous dit ça 5 ans après son entrée en charge. Ça veut dire que dans l'instrument même, dans le langage, la grammaire, la manière de rendre compte du monde à travers le son et l'image, c'est-à-dire qui comporte en elle-même de l'imaginaire, qui va au-delà à côté, en plus, ou au-delà de la rationalité, il y a tout le temps des risques de dérive. En dehors des questions même, je dirais, qui sont les questions qui sont au centre aujourd'hui de nos débats sur l'évolution du service public, sur la mainmise des industriels sur les médias, il y a dans l'expression radio, télévision et, je pense aussi presse écrite, mais je la connais moins bien, une question qui est de l'ordre de l'instrument lui-même, en dehors même des questions économiques, sociales, qui sont évidemment déterminantes sur l'évolution globale des choses. Mais on ne peut pas faire l'impasse, je pense, sur cette question qui est une question d'utilisation du langage, de l'imaginaire, de la suggestion, qui fait qu'on n'est pas tout le temps dans l'ordre du rationnel. Donc ça sont les 3 points: définition d'une information de service public,
oublions l'idée d'objectivité pour adopter celle de la multiplicité des points de vue, et puis la question de l'offre et de la demande. Le service public, il a connu 3 grandes phases que les plus anciens d'entre nous se souviendront quand les premières télévisions sont arrivées dans les années 50, 60, phase expérimentale, et on était tellement content de voir qu'une image fonctionne sur un appareil dans un salon, dans une salle à manger ou dans une cuisine, qu'on acceptait toute image qui arrivait. Je veux dire, c'était quand même ça qui était le miracle de la transmission. Dans les 2 décennies qui ont suivi, années 60-80, ce que certains ont considéré comme étant l'âge d'or, c'est la fabrication d'un langage. C'est ce qu'on a appelé la télévision ou la radio, qui était une sorte de fenêtre ouverte sur le monde, qui nous élargissait totalement notre champ de vue, qui nous permettait de prendre connaissance de réalités dont nous n'avions pas la moindre idée, ou nous avions une idée à travers des reportages de presse écrite, certes, mais là il y avait le son, l'image, la chair qui était mise à notre disposition, mais déjà aussi, ne l'oublions jamais, mise en scène. Parce que je veux dire, je parlais de l'objectivité, mais quand on filme, quand on photographie, ou même quand on prend un son de loin ou de près, on adopte dès ce moment-là un point de vue sur la réalité. Et on écarte tous les autres. Donc chacun fait en permanence le choix du cadre de ce qu'il veut montrer aux autres. Et l'importance d'une réalité, c'est pas que le cadre, c'est pas que ce qu'on appelle le champ en cinéma, c'est le hors-champ. C'est d'abord le contre-champ, la réalité qui est de l'autre côté de la caméra et qui n'est pas montrée, et puis tout ce qui n'est pas montré. Une télévision qui remplit parfaitement son rôle est celle qui permet de mettre ensemble, ou en tout cas de faire appréhender au spectateur le champ, ce qu'il est montré, c'est-à-dire moi de vue avec ma caméra, si j'étais ici, c'est vous, mais aussi sans qu'il y en ait une derrière, ce qui est par ici, et puis ce qui n'est pas dans le champ possible de la caméra. C'est de nouveau une question de langage, mais je pense que pendant ces années-là, pendant ces années 60-80, c'est formulé un langage. À la RTBF, par exemple, il y a eu des émissions absolument exceptionnelles qui ressortent un peu aujourd'hui dans des... on voit souvent au Nova, par exemple, à Bruxelles, des reportages ou des documentaires qui ont été réalisés à l'époque sur des réalités sociales incroyables, des émissions qui s'appelaient à l'époque Faits divers notamment, où on se plongeait dans l'immersion dans des réalités pendant plusieurs semaines, sinon parfois plusieurs mois, pour essayer de capter cette réalité sociale. Tout ça est né dans ces années-là, et ça a été d'ailleurs à l'origine, ensuite, d'une école de cinéma documentaire en Belgique. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, et on le dit, je voyais que c'était cité dans les remarques qui ont suivi la projection du film, la grande télévision française, les grands reportages, 5 colonnes à la une, Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet, formidable, je veux dire, et en plus contestataire par rapport au pouvoir politique en place, au gaullisme à l'époque, qui contrôle d'une manière très stricte l'information quotidienne, qui laisse un peu plus de liberté à l'information magazine, mais Pierre Desgros, pour qui j'ai une admiration sans borne, est aussi celui qui a décidé que dans 5 colonnes à la une, à côté des journalistes, il fallait ajouter des réalisateurs. Pourquoi ? Pour introduire ce qu'il disait lui-même, une dose d'émotion dans le rendu du réel. Et oui, je veux dire, l'émotion fait partie de notre appréhension du réel, donc il ne faut pas l'exclure, mais ensuite on aura des dérives terribles sur cette question-là. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'instrument et le langage n'étaient pas absolument... portaient peut-être déjà en lui les contradictions qu'on va connaître par la suite. Alors, 60-80, donc, pour ceux qui ont mon âge, en tout cas, reste la télévision. J'aime l'âge d'or, je n'aime pas parce que l'âge d'or, je pense toujours qu'il est pour demain et pas pour hier. Mais ça a été quand même la formation d'un modèle, de la structuration d'un langage. Et puis après, à partir des années 80, milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui, dans une déclinaison de plus en plus ravageuse, on a eu évidemment, je dirais, le triomphe du marché, y compris sur la télévision publique.
la télévision publique a elle-même adopté les règles du marché. Elle s'est en quelque sorte privatisée de l'intérieur, tout en gardant un statut de télévision publique. Elle a été aussi, il ne faut pas l'oublier, on dit mondialisation. Elle a été l'expression de la mondialisation, mais elle était aussi, on l'oublie trop souvent, peut-être un des premiers terrains d'expérimentation de la mondialisation. La plus grande circulation des capitaux au niveau d'entreprises à échelle mondiale ont été les entreprises audiovisuelles. Si le début de Berlusconi, Murdoch, je dirais Ted Turner aux États-Unis, aux prémices de CNN, sont tous des gens qui ont fabriqué, qui ont inventé un modèle mondialisé de l'audiovisuel, qui s'est ensuite, je dirais, sublimé, si on peut dire, dans une expression qui pour moi était un tournage dans le langage télévisé, qui était, on est là dans les années 80, je passe maintenant aux années 90, qui était l'invention de la télé-réalité. La télé-réalité, dont vous vous souvenez peut-être des toutes premières émissions début des années 90, fabriquées par un petit producteur hollandais qui s'appelait Johan de Mol, qui n'est pas le même que le Johan de Mol qu'on connaît à Schaerbeek, mais qui était producteur et qui est devenu aujourd'hui une société multinationale qui a été revendue déjà une dizaine de fois par différents consortiums, inventé le loft et ses différentes déclinaisons. Et ce loft a, je dirais, bouleversé complètement la manière dont on faisait et dont on regardait la télévision. Il a rassemblé en une émission, en un type d'émission, je dirais, ce qui va faire tous les éléments qui caractérisent la télévision d'aujourd'hui. Alors, je vais y revenir dans un instant. Je voudrais simplement faire, non pas une parenthèse, mais un crochet pour dire que, évidemment, le découpage que j'ai fait de l'évolution de la télévision correspond très clairement à un découpage de l'évolution politique et idéologique de nos sociétés. Entre la naissance, je dirais une télévision de masse, 50-60, son développement jusqu'aux années 80, on est dans les 30 glorieuses, quoi. On est dans le moment du compromis social, de la possibilité, je dirais, d'une social-démocratie qui est capable de répondre et de redistribuer par rapport au patronat. Après ça, on bascule, milieu des années 80, dans le triomphe, la montée, puis le triomphe du libéralisme et de l'ultralibéralisme. Cela simplement pour dire que la télévision n'est jamais que le reflet, et l'évolution de la télévision n'est jamais que le reflet de l'évolution globale de la société. Je dis dans un mauvais jeu de mots que la télévision est un miroir qui ne réfléchit pas. C'est-à-dire que, oui, elle réfléchit, mais elle ne pense pas. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Je le dis en passant, parce que Jean-Luc Godard disait que la différence entre le cinéma, c'est que le cinéma, on lève la tête pour le regarder, parce que l'écran est là, et que la télévision, on la baisse, la tête, et que l'acteur est grand sur l'écran et l'acteur est petit sur notre écran de télévision. Bon, c'est un peu facile, mais ça n'est pas totalement dénué de fondement. Il dit aussi, Jean-Luc Godard, que le cinéma fabrique de la mémoire et que de la télévision fabrique de l'oubli. Et on reviendra là-dessus parce que ça me semble être un élément important. Donc voilà sur... Je disais donc la télé-réalité. La télé-réalité a fabriqué non seulement un type d'émission, le problème c'est qu'elle est devenue un langage. Elle est, pour paraphraser une autre citation, elle est structurée comme un langage. Rien aujourd'hui à la télévision ne se fait plus comme avant la télé-réalité. Si on additionne tout ce qui caractérise la télévision d'aujourd'hui, et que je regrouperai sur un substantif qui est confusion,
rien ne se fait aujourd'hui, et rien ne se faisait avant la télé-réalité de cette manière-là, rien ne se fait aujourd'hui sans qu'il y ait en permanence une confusion entre la sphère publique et la sphère privée. On le voit tout le temps, tous les jours, pas seulement dans les amours de François Hollande, je veux dire, c'est vrai dans pratiquement le beau dos de notre ami Elio, sans parler de ses pandas, mais il y a une confusion permanente en ce qui est la sphère du public, de ce qui devrait être la sphère de l'organisation de la société, et la sphère de ce qui est l'organisation de la vie privée. Il y a là une confusion permanente. Il y a une confusion permanente entre ce qu'est l'information et le divertissement. La télé-réalité a induit aussi ce mélange. Il y a dans la télé-réalité un aspect qui est le jeu, un aspect qui est la mise en scène, un aspect qui est distille de l'information, comment vivent les vrais gens d'aujourd'hui avec des tirets entre chaque mot. Ça a la prétention d'être la représentation, je dirais, sociologique de ce qu'est notre vie d'aujourd'hui. Confusion encore entre fiction et réalité. On est en permanence, est-ce qu'on est encore dans la fiction? Est-ce qu'on n'est plus dans la réalité? Une émission comme Bye Bye Belgium, le faux journal télévisé d'il y a quelques années, aurait été inconcevable avant la télé-réalité. La télé-réalité a brisé un certain nombre de digues et a permis qu'on mélange tout. Et j'allais dire encore quelque chose qui est présent, mais dont j'avais déjà parlé, qui est la confusion entre l'audimat et le suffrage universel. C'est-à-dire que l'audimat, on dit que puisque telle émission a réussi à obtenir autant d'audience, c'est que c'est la meilleure, c'est ce que tout le monde veut. Sans savoir si, en offrant autre chose, il n'y aurait pas eu un aussi grand succès. Je rappelle toujours alors, c'est vrai c'était il y a longtemps, et que l'offre, au sens de l'offre, alors là, du nombre de programmes était différente. À l'époque où la RTBF présentait chaque soir, à 20h après le journal télévisé, un magazine d'information décliné sous l'économie, la politique, la société, la consommation, l'audimat, entre guillemets, n'était pas moins bon. Une autre offre obtenait un succès au moins égal. Alors je sais que la concurrence a sans doute modifié les choses. Mais en tout cas, cette question de la confusion est certainement aujourd'hui quelque chose qui caractérise très fortement pour moi ce qu'est devenu la télévision et son information. J'ajouterai à cela 3 ou 4 autres points qui me semblent importants. Et ça fait partie, je veux dire, là aussi, c'est lié complètement à la télé-réalité, c'est que tout aujourd'hui doit faire spectacle. S'il n'y a pas ce qu'on peut appeler la spectacularisation de l'information, tout est transformé en spectacle. C'est-à-dire quelqu'un qui vient simplement vous expliquer quelque chose, vous expliquer un événement, une opinion, un conflit, mais qui n'est pas accompagné d'un certain nombre d'éléments de dramatisation et n'est pas recevable aujourd'hui en télévision. Il y a un autre élément aussi, enfin un élément alors qui est lié, je dirais, à la technique, encore que je dis à la technique parce que c'est vrai que la technologie plutôt, c'est la place prise par l'instantanéité et qui développe ce qu'on appelle aujourd'hui le présentisme, c'est-à-dire l'absence de mémoire et de vision sur le futur, une vie qui n'est liée, qui n'est centrée que sur le moment présent, l'instant même dans lequel on est vécu, on le vit. L'instantanéité a été le fruit d'une évolution technologique, mais aussi le fruit d'une évolution générale de la télévision. C'est l'instant même qui devient important. Hors de sa contextualisation, et sans se projeter sur l'avenir. Et puis un dernier élément que j'ajouterai là-dessus, c'est que c'est l'obsession de la transparence, qui évidemment est liée à ce que je disais tout à l'heure sur la confusion entre sphère du privé et sphère du public. Mais ce qu'il faut dire pour être bien reçu, enfin en tout cas selon ceux qui conçoivent aujourd'hui la télévision, ou surtout la télévision, parce que c'est elle qui domine, c'est elle qui... On pourra parler d'Internet tout à l'heure, mais
et j'en parlerai un tout petit peu, je connais beaucoup moins bien, mais il faut savoir qu'aujourd'hui encore dans nos sociétés, l'instrument essentiel d'information des citoyens, c'est la télévision. Je veux dire, ça reste la télévision. Alors les réseaux sociaux sont extrêmement actifs, suractifs, mais ils ne concernent quand même toujours qu'une partie minoritaire de la population. Donc cet élément de la transparence, qui est lui aussi, d'une certaine manière, je dirais, accentué par l'évolution technologique, et notamment par Internet et les réseaux sociaux, c'est cette idée qu'au fond, dans une société comme la nôtre, on doit tout dire, tout le temps, à tout le monde. Et que sinon, on est des gens qui ont des choses à cacher. Et heureusement que nous sommes des gens qui devions cacher quelque chose. Si nous étions dans une société à Orwell où il fallait en permanence tout montrer, je veux dire, c'est sans doute la pire des dictatures. Mais c'est un mythe, c'est pas seulement un mythe, c'est une pression terrible sur la société aujourd'hui. Alors, entendons-nous bien, on a parlé de Mediapart et du Plenel, par exemple, le journaliste, j'ai failli dire d'inquisition, je veux dire, comment est-ce qu'on dit ? D'investigation. Il y a souvent un glissement subtil. Moi, j'aime beaucoup Edu Plenel, j'admire une bonne partie de son travail. Je suis méfiant sur une autre partie de son travail, notamment sur ses collusions avec la police et la justice. Moi, je dirais un journaliste n'est ni gendarme ni magistrat, c'est un journaliste. Donc, et Snowden et Wikileaks, d'accord, ça a son utilité, c'est parfois indispensable, mais je suis extrêmement réservé, réticent et même souvent adversaire sur le tout dire tout le temps à tout le monde. D'ailleurs, la nécessité de faire comprendre le fonctionnement d'une société nécessite ce qu'on appelle l'exercice du dévoilement. Si on est dans la transparence permanente, il n'y a plus rien à dévoiler. Si on a une lumière, une ville qui est éclairée à giorno 24 heures sur 24, il n'y a plus rien à montrer. Je pense que le clair-obscur est une manière de comprendre le monde qui est plus importante qu'un monde éclairé en permanence 24 heures sur 24. Ça donne en cinéma ce qu'on appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire qu'il y a des éléments moins importants à l'avant-plan, ou plus importants à certains moments, ou plus importants au milieu du champ, ou plus importants derrière. Et que le jeu de la lumière, c'est-à-dire le jeu à certains moments d'obscurcir, est un élément fondamental de la compréhension du monde. La transparence permanente absolue est pour moi la porte ouverte à la dictature. Et je dois dire qu'en Belgique, les moments qui ont été pour moi les plus pénibles et qui ont été des moments extrêmement difficiles sur la manière dont l'information a fonctionné pendant l'affaire Dutroux, sur ceux qui démultipliaient les fantasmes sur les complots et qui exigeaient à tout le moment des réponses qui étaient impossibles à donner pour certains, ont été, je pense, une leçon, en tout cas pour moi une leçon. Donc voilà, je pense que ça c'est un dernier, alors j'ajoute un dernier élément avant de passer aux autres sujets dont tu voulais qu'on parle, sur dire ce que devrait être, ce que pourrait être encore une information de service public, c'est que en dehors du spectacle, du fait divers, de la confusion, de l'instant, de la transparence, j'ajouterais qu'il y a cet élément de surenchère permanent. Aujourd'hui, dans le phénomène, dans le mécanisme de concurrence permanent que nous vivons dans les médias, il y a la surenchère. On ne peut vivre que si on en fait un peu plus que l'autre. Sinon, on perd. Donc ça aboutit à quoi? Ça aboutit notamment à la fabrication d'informations. On a eu des cas où des informations étaient simplement une supposition
mais pour être sûr, ou était une hypothèse non vérifiée, mais pour être sûr qu'il n'y ait personne d'autre qui la donne avant vous, vous la donniez comme un élément qui était un élément sûr, asserti, défini, vérifié. Et donc ça, cette surenchère, c'est Marc Boulin qui avait écrit un petit bouquin merveilleux sur la surenchère et les médias. Ça fait partie aussi de ce que sont devenus les médias aujourd'hui. Là aussi, je pense qu'il faut se replonger dans un contexte plus large. Je disais tout à l'heure que les trois époques, au fond, des médias correspondent à trois époques de l'évolution des sociétés occidentales et européennes. Toutes les entre guillemets, j'allais dire valeurs, mais les éléments dont je vous ai parlé, mais toutes ces valeurs entre guillemets, elles sont assez reconnaissables. Ce sont finalement les valeurs du marché. Le marché considère qu'il faut être dans la rapidité absolue, dans l'instantanéité, que tout est obsolète, que tout doit être changé à tout moment, qu'il faut la transparence, non. La transparence, j'admets que les marchés ne sont pas tellement pour. C'est peut-être un élément qui sera à leur décharge ou à leur charge. Mais en tout cas, pour le reste, on est visiblement, me semble-t-il, très clairement dans un fonctionnement qui est celui des valeurs du marché. Et il n'y a évidemment pas de hasard. Maintenant, pour terminer, pratiquement terminer, est-ce que, et pour revenir aussi à ce qui était dans le film, est-ce que nous vivons dans les médias censure, autocensure, pression? Alors, pression, autocensure, et, évidemment. Censure, je pense qu'il n'y a, en tout cas en Belgique, il n'y a pas de censure préalable. Il n'y a pas de censure où on vous dit « vous ne parlerez pas de cela ». On peut corriger, on peut dire diminuer, on peut réduire, on peut mettre dans un endroit à la fin d'un journal. Il n'y a pas en tout cas de censure, mais il y a des pressions, il y a des lobbies. Ce qui est dit par Lordon sur le langage, ce qui est dit par d'autres, dans le titre de notre débat d'aujourd'hui, La fabrique du consentement, Chomsky, qui, enfin, je répète ce qui a déjà été bien avant lui, mais peu importe. C'est vrai que tout ce qui est dit dans ce livre sur la manière dont aux États-Unis est organisée la fabrication du consentement, c'est-à-dire de centaines de milliers de personnes qui sont engagées par des bureaux de l'armée, de lobbies, d'industrie d'armement, d'industrie pharmaceutique et autres, pour forger l'opinion, pour fabriquer des émissions clés sur porte qui sont livrées aux chaînes, et pas seulement aux chaînes nationales, mais aux milliers de chaînes locales aux États-Unis, qui sont elles qui donnent au fond le là de l'opinion publique. C'est évident que ça joue un rôle extraordinaire et que les pressions de ce point de vue-là sont très fortes. Il y a des pressions politiques, elles sont à mon avis moins fortes qu'elles n'étaient il y a 20 ans ou 30 ans, mais ça n'est pas mieux parce que les pressions du marché, de la concurrence ont pris le pas sur les pressions des partis politiques qui n'ont pas totalement disparu non plus par ailleurs. Donc au fond on additionne les deux aujourd'hui. On a un peu de pression politique et beaucoup de pression du marché. Il y a un autre élément qui est déterminant pour faire vite sur la manière, les distorsions d'information. Je pense que ce sont les conditions de travail des journalistes, des techniciens de radio, de télévision, pour ne parler que du service public, mais c'est évidemment exactement la même chose dans la presse écrite. Il y a je dirais, l'exigence de productivité n'épargne pas ce secteur-là. Les journalistes sont aujourd'hui dans une situation où je rappelle toujours qu'à l'époque où je travaillais moi dans le service public, je pouvais obtenir 3 jours pour faire un sujet de 2 minutes ou de 3 minutes, et qu'aujourd'hui un journaliste dans la même situation qui était la mienne mais 20 ou 25 ans plus tard est obligé de faire 3 sujets par jour. Et ça indique évidemment les limites de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut contrôler, de la nécessité pour lui d'avoir recours aussi justement à ce qui est fabriqué clé sur porte, et dans l'absence totale de temps de réagir de cette manière-là, en ajoutant que ce qui a profondément changé aussi, c'est le statut, c'est-à-dire que la précarité d'aujourd'hui, autant aujourd'hui la situation était précaire, autant de mon temps la situation était stable,
est quasi indéboulonnable, c'est-à-dire que ça donne quand même si ça ne permet pas de faire une carrière, c'est de savoir en tout cas que son emploi ne sera jamais menacé, et ça laisse une liberté de langage pour ceux qui veulent l'utiliser, qui est absolument sans limite. Soyons clairs là-dessus. Donc voilà quelles sont ces conditions-là. Je pense que c'est important de le dire. J'ajoute un mot sur la question justement alors des journalistes et du recrutement. Je pense que la question du recrutement des journalistes est très différente, en tout cas majoritairement différente en ce qui concerne la France et la Belgique. C'est vrai ce que tu as dit, qu'en France, le Sciences Po, l'ENA, les grandes écoles, on se côtoie, en tout cas au niveau de ceux qui dirigent les rédactions. Ne parlons pas de ceux qui sont, je dirais, les soutiers de l'information, comme on dit. Mais eux, là, il y a une complicité de classe, de connivence sociale, de complaisance mutuelle. Certains, en Belgique, je pense que le recrutement est beaucoup plus diversifié, mais le statut est extrêmement précaire et c'est absolument cela qui prime. Et alors, avant de terminer, j'aurai encore 2 mots à dire après ça, mais je tiens quand même à ma citation plus longue, parce qu'elle là aussi, elle va un peu à contre-courant, non pas un peu à contre-courant de ce qui est dans le film, et de ce que nous pensons en général par rapport aux pressions ou la manière dont se pose la question des médias. C'est une citation d'un historien, philosophe, sociologue, malheureusement disparu depuis 5 ans maintenant, américain, Christopher Lasch, qui avait écrit un magnifique livre sur le narcissisme et sur l'individualisme, qui est un historien de l'individualisme. Et dans un bouquin qui s'appelle Culture de masse ou culture populaire de 2001, il dit ceci: la communication de masse, par sa nature propre, renforce, à l'instar de la chaîne de montage, la concentration du pouvoir et la structure hiérarchique de la société industrielle. Elle ne le fait pas en diffusant une idéologie autoritaire faite de patriotisme, c'est un peu ce que dit quand même Chomsky, ce qu'il dit là. Elle ne le fait pas en diffusant une idéologie autoritaire faite de patriotisme, de militarisme et de soumission, comme tant de critiques de gauche l'affirment, dit Lasch, mais en détruisant la mémoire collective, en remplaçant les autorités auxquelles il était possible de se fier par un star system d'un nouveau genre, et en traitant toutes les idées, tous les programmes politiques, toutes les controverses et tous les conflits comme des sujets également dignes d'intérêt du point de vue de l'actualité, également dignes de retenir l'attention distraite du téléspectateur et par conséquent également oubliables et dépourvus de signification. Et là, je pense qu'on est au cœur de la question des médias d'aujourd'hui et de demain. Il y a les pressions, il y a les lobbies, il y a la fabrique du consentement, mais il y a ça, il y a cette question sur la destruction de la mémoire collective et l'impossibilité de se construire une mémoire, donc de se construire un avenir. Et ça, à mon avis, l'enjeu, c'est l'enjeu fondamental de la question médiatique. Je m'arrêterai là-dessus sans parler d'Internet et médias alternatifs. Peut-être que des questions viendront là-dessus. Mais pour terminer simplement en disant que la question des médias, pour moi, est une double bataille. Une bataille politique, parce que je pense qu'on est dans l'ordre du politique, et que nous n'aurons, par exemple, un service public qui sera encore digne de ce que peut être un service public que si nous conservons un enseignement de qualité, que si nous conservons une sécurité sociale digne de ce nom, que tout cela est lié. Il n'y a pas une question spécifique des médias par rapport à ça. Ça fait partie de l'ensemble des batailles politiques qui sont à mener. Et l'autre dimension, c'est une bataille plus culturelle. Il y a la question de l'hégémonie, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une question qui n'est pas abordée dans le film et qui pour moi est, je pense, quand même déterminante et qui est un enjeu à la fois, lui aussi, enjeu, je dirais, politique et culturel, qui est que je pense que la seule manière d'arriver à ce que les futurs citoyens exigent, comme ils peuvent exiger un certain nombre d'autres choses en matière de vie collective, exigent que les médias ne soient pas destructeurs de mémoire collective, c'est que nous réussissions à obtenir une véritable éducation à l'image, éducation aux médias. Cela n'existe pas. Cela existe dans des formations particulières, cela existe parfois dans des cours à option, ou cela existe parfois par la bonne volonté, la grande conscience politique des enseignants,
mais cela n'existe pas dans les programmes. Il y a eu un institut d'association, non, c'était un institut, je pense, qui a été créé par un des 3 derniers ministres, c'est peut-être déjà Fadila, je ne sais plus, mais enfin, il y a eu un moment, une institution qui s'est occupée de concevoir un programme d'éducation aux médias, c'était d'ailleurs l'ancien directeur général de l'RTBF, Robert Langermet, qui en était le président. Ça n'a abouti à aucun résultat. Et je pense que là aussi, on est face à une bataille, une vraie bataille, qui est une bataille à la fois d'ordre culturel et d'ordre politique, et qui conditionne pour demain non seulement notre vision, mais je pense aussi la manière dont les médias peuvent s'organiser et comment on peut essayer de retrouver ou préserver un service public. Merci Hugues, c'est très riche. Je pense qu'il y aura pas mal de réactions et peut-être d'opinions à exprimer. Avant de vous passer la parole, je voudrais donc poser 2 questions à Hugues. La première, c'est sur les mécanismes, je dirais, comme celui que tu as cité, je dirais la destruction de la mémoire collective, tous les processus que tu as détaillés. Est-ce que, à ton opinion, c'est une tendance qui est induite par un petit peu le fait de ne plus proposer l'offre, mais d'essayer de répondre ou de penser qu'on répond ainsi, je dirais, à une demande, ou bien quand on voit les effets que ça produit sur peut-être la dépolitisation des gens, ou la perte de repères, ou d'assises, ou d'histoire des gens, est-ce que ça ne peut pas provenir d'un dessein de produire ces effets-là par ce type d'information? Comment faut-il le comprendre, si on peut arriver à le comprendre? Si tu permets une deuxième question. La deuxième question, pour revenir sur la remarque de Frédéric Lordon que tu as rappelé et cité, donc un petit peu le rétrécissement de appelez les sujets tabous, je dirais. Donc on ne remet pas en cause la nécessité finalement, à contre-cœur parfois, mais de faire de l'austérité, de rétrécir un petit peu le périmètre de l'État. On ne remet pas vraiment en cause, disons, l'intégration européenne, on pense qu'il faut la faire peut-être autrement, etc. Mais ça n'est pratiquement jamais remis en cause par les médias dominants et les politiques. Est-ce que, comment expliques-tu, je dirais, si tu es d'accord avec cette observation, d'abord, c'est le premier aspect de la question, mais si tu es d'accord, comment expliques-tu qu'il y a un petit peu cette convergence, ce consensus sur une série de sujets déterminants, et qui fait que l'offre politique des partis au pouvoir et dominants aujourd'hui permet un éventail, mais à l'intérieur d'un cadre qui s'est quand même passablement rétréci, semble-t-il, par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans le passé. Alors, je n'ai pas de réponse catégorique dans les 2 cas. Est-ce qu'il y a un dessein? Alors, oui, en tout cas, il y a peut-être un dessein, en tout cas, il n'y a pas de complot. Parce que je suis extrêmement... je pense que la nuance est extrêmement importante. Il y a un dessein. Je remonte toujours un peu loin, mais en 1970, 70, puisqu'il était français, le philosophe marxiste Louis Althusser a écrit un petit bouquin qui s'appelait « Les appareils idéologiques d'État ». C'était ça, c'est-à-dire que l'école, la religion, la culture, la presse, on ne disait pas les médias à l'époque, dans une société comme les nôtres, convergent sur un consensus de protection du système en place. Logique, je veux dire, on ne va pas demander non plus à ces appareils idéologiques d'État, qui sont ceux d'État en tout cas, de fabriquer, je dirais, des révolutionnaires ou des contestataires qui vont mettre à bas le système en place. Donc c'est évident qu'il y a ce dessein d'une manière générale. Et d'une manière générale, le service public, dans sa configuration classique, contribue aussi à maintenir, je dirais, les grandes valeurs du système en place. La différence, c'est que je pense qu'il y a des moments, et ça c'est des moments historiques, où
des champs s'ouvrent et où il est possible de développer un autre discours. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là, parce que j'étais dans une époque où la dernière heure titrait un jour sur deux les gauchistes de la RTBF. Le gauchiste n'était pas le mot du tout convenant, mais c'était simplement qu'on avait introduit un certain nombre d'éléments dans l'information qui en étaient exclus jusqu'alors. Et pendant, ça a duré 10 ou 15 ans, parce que le rapport de force culturelle et politique à l'époque l'a permis, et puis ça s'est délité. Alors, qu'il y ait un dessin, oui, mais je veux dire, ne soyons pas naïfs, on sait qu'on est dans une société où il n'y a aucune raison que les valeurs véhiculées par les appareils idéologiques d'État produisent autre chose que pourquoi ils sont faits. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'à l'intérieur de ces appareils divers, dont les médias, est-ce qu'il y a des champs possibles de pluralisme, de contestation, et là, je crois, enfin je pense, selon les époques, c'est plus ou moins ouvert, mais qu'il reste des champs possibles. Sinon, je veux dire, on abandonne complètement cette question-là. C'est un peu la même chose sur la question alors, les convergences sur l'austérité, l'Europe, le troisième point, je ne sais plus ce que tu avais dit, mais enfin, ça touche toujours à la même question, en gros. Hein. Oui, la compétitivité. Voilà, on est dans les mêmes questions des valeurs dominantes du marché, voilà, est-ce que... Alors, là aussi, c'est compliqué, enfin, c'est pas compliqué, c'est vrai que, globalement, ça a été caricatural en France au moment du référendum sur le traité européen, puisque là, l'ensemble, ce qu'on appelle en France la classe médiatico-politique, était, enfin, l'ensemble, l'extraordinaire majorité de ceux qui dirigent les médias et des politiques traditionnelles étaient en faveur du traité, et puis bon, on a vu que c'était pas aussi simple que ça. Mais alors c'est intéressant, parce que ça montre aussi que l'emprise des médias n'est pas peut-être aussi forte qu'on le dit. Je veux dire, alors que l'ensemble des médias étaient en faveur du oui pour le traité, généralement il y a eu un non. Alors, tiens, bizarre quand même, je veux dire, on est abruti par les médias, mais quand les médias sont unanimement contre, on arrive quand même à un résultat à l'opposé de celui qu'ils préconisent. Donc je veux dire, ça introduit aussi un élément qui, peut-être que, au fond, je ne suis pas absolument certain que le téléspectateur soit citoyen, soit toujours dupe de ce qu'on lui montre, de ce qu'on lui dit. Ça passe un moment, ça peut recaler par après. Ces convergences, alors, je pense que c'est d'abord un extraordinaire conformisme. Une fois de plus, les dirigeants de médias, les grands éditorialistes sont en gros sur la même ligne politique que les partis traditionnels et n'en bougent pas d'un poil. Ou enfin, ils peuvent laisser de temps en temps percer un petit sentiment d'énervement sur l'un truc. Mais dans je dirais la masse des journalistes, des gens qui travaillent dans les médias, je pense qu'il y a une pluralité de pensée qui ne correspond pas à ça et qui est difficile à s'exprimer. Et il y a des moments où aussi, enfin, il y a des moments où ces journalistes et les hommes et les femmes qui travaillent dans les médias arrivent à s'organiser pour contrer ce conformisme, mais des moments, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Mais tout ça, on est toujours dans le même... Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de vraie surprise. Je veux dire que les médias défendent l'austérité, défendent la compétitivité, et défendent l'Europe telle qu'on la connaît, n'est pas une très grande surprise. Est-ce qu'il y a un tabou là-dessus? Non, il n'y a pas un tabou. Il y a un énorme conformisme. C'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si les économistes sont moins conformistes que les journalistes. Hein. Je les connais moins bien, mais je pense quand même qu'il a fallu attendre longtemps aussi pour que dans le camp des économistes, des voix s'élèvent pour mettre en cause ce qui était la règle normalement acceptée par tout le monde sur la compétitivité, l'austérité, etc. Et donc je ne sais pas trop. Peut-être, une fois de plus, ce qui... je ne connais pas assez le statut des économistes. Je sais en tout cas que, par exemple, chez des journalistes, une fois de plus, si on parle de la hiérarchie, rédaction en chef, etc., c'est clair qu'ils sont, eux, alors dans le consensus, le conformisme, et
ils y croient d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est même pas une question qu'ils soient... c'est des gens qui sont convaincus, c'est leur droit, je veux dire, c'est pas... Ils sont là pour ça aussi, je veux dire, c'est pas... Qui, les journalistes? Je parle des responsables, des rédacteurs en chef, directeurs de rédaction, et ça. Mais dans les journalistes, il y a beaucoup d'opinions très, très divergentes, mais il y a ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une très grande peur aujourd'hui de une manière dont l'organisation du travail fait que les gens sont hors critique, quoi. Je veux dire, ça me frappe de voir de jeunes journalistes que j'ai connus sortant d'université, de cours, qui allaient changer le monde, enfin, je veux dire, et qui, une fois qu'ils sont dans la rédaction, sont d'un conformisme et acceptent, mais aussi parce qu'on n'oublie pas de leur rappeler régulièrement qu'il y en a 30 derrière la porte qui attendent pour prendre leur place, hein. Je veux dire, ça doit jouer aussi. Mais est-ce qu'il y a moins de conformisme chez les économistes? Tant mieux, je veux dire, mais peut-être. Alors, ça, c'est quand même c'est assez récent, je veux dire, même des économistes libéraux. Je veux dire, aujourd'hui, Paul Le Gros qui défend une politique qui, je veux dire, est à contre-courant de ce qui est en tout cas, la dogma européenne. Mais il le fait lui, il peut dire ce qu'il veut de l'endroit où il est, avec le statut qu'il a, ça ne changera jamais. Ça ne risque pas de changer son statut, en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense quand même que la liberté de parole qu'on a dans cette société dépend fortement du statut dont on dispose, quoi. Alors, sur la transparence, donc j'ai bien dit tout à l'heure que je suis tout à fait favorable à un journalisme d'investigation, de recherche, de dévoilement, mais qui a une tendance aujourd'hui à dire qu'il faut, je disais, tout montrer tout le temps à tout le monde, et qui me semble-t-il, est extrêmement dangereuse pour simplement notre survie dans la société. Je ne suis pas sûr qu'il faille... J'ai vu, comme je suis assez bien la politique italienne, il y avait la semaine dernière les consultations de Matteo Renzi, président du Conseil pressenti, avec les différents groupes parlementaires. Mieux c'est si je ne porte pas dans mon cœur Matteo Renzi, mais il avait accepté un streaming, donc une retransmission en permanence sur Internet de sa rencontre avec la délégation des Cinque Stelle. Alors, moi, je pense que pour moi, la rencontre entre deux délégations politiques n'exige pas, au nom de la transparence, qu'elle soit diffusée en télévision en direct. Je crois que la négociation politique, ça suppose aussi, à un certain moment, de pouvoir se parler en dehors de millions de regards autour de soi. Que sinon, je veux dire, alors ça veut dire que dans la vie politique, quelles que soient les tendances qu'on représente, il n'y a plus de compromis possible. On n'est jamais sous le regard des autres que dans la volonté d'exprimer son point de vue total jusqu'au bout. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple de transparence, en dehors de la question du privé et du public, qui me semble extrêmement néfaste sur le fonctionnement de la démocratie. Outre le fait que Renzi, que j'aborde par ailleurs, enfin, c'est pas une question d'aborder, c'est que je trouve qu'il développe une politique qui me semble totalement aberrante et suffisante. Mais il a offert une tribune. Ça s'est passé de la manière suivante. Donc, Renzi était là, excuse-moi, je veux dire, était là, et Grillo était là. Grillo a pris le micro. Renzi a dit, je vais vous expliquer ce que nous allons vous proposer. Grillo a dit, ta gueule, je ne suis pas un démocrate, moi, je ne laisse pas parler les autres. Et pendant 10 minutes qui a duré, il a déversé un tombeau d'injures sur Renzi. Alors, on est totalement dans la politique spectacle, hein. Je veux dire, ça ravit évidemment plein de gens sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y en a mis, etc., machin, truc.
Bon, mais ça ne fait que... Je pense que ça ne fait qu'accentuer une image caricaturale et catastrophique de la politique. Dans ce sens-là, je veux dire, la transparence, c'est quelque chose qui est nocif et qui est dangereux. Et qui est... on ne peut pas... Il y a un droit au secret. Il y a des moments qui doivent... Un traité de paix, entre deux nations qui sont en guerre, dans toute l'histoire, ne peut pas se faire en plein jour, en pleine heure, devant tout le monde. Je veux dire, c'est impossible. Sinon, il n'y a pas de paix possible. C'est inimaginable, parce que évidemment que chacun des adversaires devront lâcher quelque chose. Et s'ils sont devant des millions de téléspectateurs et devant les millions de leurs partisans, ils ne peuvent pas lâcher quelque chose. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent éventuellement emporter l'adhésion après en disant, voilà, le traité de paix a fait que on a perdu sur ça, on a gagné sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'ensemble? Ça, c'est indispensable. Mais traiter sous la lumière des spots de télévision, que ce soit un accord de gouvernement, un traité de paix ou autre chose, c'est la mort de la vie collective, je pense. Et quand je dis, moi, la question du pluralisme des points de vue, ce n'est pas donner une minute à Hitler et une minute aux Juifs, hein, je veux dire, qui était la vieille expression de... Je pense que c'était des proches qui disaient ça. C'est pas de donner simplement la parole à des points de vue différents. Pour moi, l'expression de la formation, l'expression de points de vue différents, je parle des journalistes. C'est-à-dire que c'est les journalistes, quand ils font leur travail de journalistes, qu'ils analysent, qu'ils font des reportages, qu'ils font des commentaires, des éditoriaux, des chroniques, que ce soit leur point de vue assumé en tant que personne, avec à côté de ça quelqu'un d'autre, un autre journaliste qui a une autre opinion. C'est ça, cette confrontation. Que par ailleurs, la parole soit donnée à toutes les composantes de la société, c'est évidemment absolument normal. Donc, deux petites choses quand même, si je veux peut-être intervenir sur la question de la transparence. Alors, naturellement, les exemples que Hugues donne sur la transparence et le spectacle, je dirais qu'on peut donner à cette occasion-là, comme la rencontre que tu as citée, naturellement, enfin moi je pense, c'est pas souhaitable. Par contre, je dirais la transparence peut très bien, si elle est cadrée, si les débats sont cadrés et organisés, peut-être une nécessité. Mais la transparence pour donner effectivement lieu à des spectacles de ce type-là, populistes, où les gens se lâchent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je pense que ce débat-là, effectivement, a été initié d'abord sur une formule un petit peu provocatrice, mais elle mériterait sans doute d'être approfondie. On va peut-être pas en dire beaucoup plus aujourd'hui parce qu'il y a d'autres questions. Mais attends, juste une chose quand même là-dessus, oui. C'est que même moi, ça ne me choque absolument pas que des partis politiques décident que des caméras ne soient pas présentes lors de leur congrès qui doit décider de choses importantes qui concernent les militants. Le droit des militants d'un parti, être militant d'un parti, ça a des devoirs et ça donne des droits. Et je pense qu'il y a le droit que des choses se règlent entre militants d'un parti politique. De la même manière, moi je suis un adversaire absolu de la présence de caméras dans un tribunal. Je pense que ça fausse complètement le fonctionnement de la justice, que les magistrats, les avocats, le public, les accusés ne se comportent pas de la même manière s'il y a une caméra ou s'il n'y a pas de caméra. La transparence de la justice devrait permettre, exiger que tout soit filmé. Moi, je suis un adversaire absolu de ce comportement. Et au Parlement. Oui, et au Parlement. Oui. Ah non. Attendez, camarades. Le Parlement, c'est autre chose. C'est une assemblée publique. C'est une assemblée publique avec des élus sont les élus de la nation, qui ont à rendre compte par rapport à leurs électeurs. Et là, c'est évidemment normal que ce soit filmé. Évidemment. On est dans un autre cas de figure. Et ce qui nous a fait tiquer, c'est ton expression exacte, c'est la transparence et la porte ouverte à la dictature. Oui. C'est bien ça. La porte ouverte. Oui. Voilà, ça nous a un peu ému. Oui, non, mais c'était un peu provocateur ce que je disais, mais j'assume totalement je pense que ce que je dis sur la justice, moi, la première fois qu'une caméra
a été introduite dans une salle de tribunal. Ça remonte à 30 ans, c'était Manu Bonmariage qui fait d'excellents films. Ça s'appelait Les Amants d'Assises. Et Manu Bonmariage était à côté de l'accusé et lui disait ce qu'elle devait dire. C'est dans sa nature, il a toujours été comme ça. Oui, mais simplement c'est qu'il n'avait pas à être là. Je veux dire, qu'il soit dans sa nature, je m'en fous. Je veux dire, c'est que la présence d'une caméra dans un tribunal est pour moi... Alors, on peut faire, quand on fait le procès Eichmann, ou le procès d'autres, de criminels de guerre, et que pour l'histoire, on enregistre la totalité des débats, et que les historiens, des chercheurs après aient accès, ça me semble tout à fait ça légitime et normal et même extrêmement important. Mais la caméra, c'est incroyable comme la caméra peut changer. Le magistrat devient une star, l'avocat en fait plus, le public change de comportement. La présence d'une caméra quelque part change le fonctionnement des individus. Et c'est déjà une chose extrêmement compliquée, je veux dire, un fonctionnement d'un tribunal. Est extrêmement sensible, tout élément peut perturber, peut modifier complètement le cours de la justice. Mais des caméras, là, je pense qu'on est là, c'est ça que je veux dire quand je dis que la transparence peut vous amener dans des formes de dictature, ou en tout cas de graves transgressions par rapport à la démocratie. Tout ce qui est filmé ne va pas forcément passer à l'écran. Il y a des millions de caméras autour. On parle de surveillance généralisée. On est dans ce monde aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un bien? Non. Alors, tu parles de dictature, c'est la surveillance à ce moment-là. Et oui, mais on doit essayer au moins de ne pas l'organiser. C'est évident qu'on est tout le temps sous contrôle de tout et que nos cartes de crédit permettent de savoir à quel moment on a été, nos téléphones portables sont repérés. Tout ça est une réalité aujourd'hui. Mais est-ce que nous devons en plus, nous, décider que dans l'organisation de la vie publique, il faut que tout soit sous les sunlights en permanence? Je ne crois pas. Franchement, c'est sûr, mais qui met le curseur en fait? Il y a cette question aussi. Tu vois, qui décide du curseur, jusqu'où on décide de transparence, à partir de quel moment on garde ça dans une sphère où se situe la sphère publique et où... Pour un certain nombre de questions, les règles sont extrêmement strictes et inscrites dans la loi. Pour d'autres, elles ne le sont pas. Et en plus, aujourd'hui, il y a une telle pression médiatique, une telle pression, et comme tu dis, on est tellement habitué de tout filmer, de tout montrer, que ça passe en, tout cas en direct ou en 2 secondes après sur les réseaux sociaux, même sans qu'on le sache, enfin qu'il y a une intrusion, que ça devient un fonctionnement. Moi, je crois que c'est pas... On parle aujourd'hui de la... C'est aussi, pour moi, c'est aussi important que la question des médias. On est dans une transgression complète de la liberté de l'autre, dans la manière de la représentation permanente, dans l'instant de chaque mot, de chaque geste. La vie n'est plus possible. C'est comme si on dit il y a un droit au secret, il y a même un droit au mensonge. Je veux dire, sinon la vie n'est plus possible en société. Si on doit tout le temps dire la vérité à tout le monde, et quelle vérité qui n'est jamais la même pour chacun, c'est pas possible. En tout cas, même si toute la technologie et toute l'évolution de la société fait aujourd'hui qu'on se dirige vers ce type de comportement, moi j'estime qu'on a, en tout cas pour ce qui concerne là où on a la possibilité d'intervenir, et je pense notamment à la justice, à être extrêmement, pour moi, rigoureux, restrictif. Je le dis, restrictif. Quand je parle des méfaits de la transparence, de l'obsession de la transparence au moment de l'affaire Dutroux, je pense surtout à la commission d'enquête parlementaire. Je ne pense pas du tout au procès. Le procès n'a aucun reproche à se faire. Mais quand on revoit, et j'ai eu l'occasion de revoir, la manière dont les commissaires du peuple, les commissaires de l'Inquisition traitaient les enquêteurs et les magistrats dans l'affaire Dutroux, vous verriez ça aujourd'hui, vous seriez scandalisé, absolument scandalisé. Je me souviens d'un moment où le président de la commission, M. Verheugen, dit à un enquêteur de Charleroi, qui vient de faire sa déclaration en disant «
j'ai dit ce jour-là à monsieur A que monsieur B était à l'endroit C, et il arrête et dit, vous avez dit le contraire, monsieur, il faut passer. Et l'autre dit, non, pas du tout. Monsieur, j'ai le compte-rendu verbal, vous avez dit le contraire. Tous les autres commissaires, ah, la vérité, enfin la vérité. Et ça se termine là-dessus. Et puis quand on va revoir effectivement ce que n'a pas montré le président Verheugen, ce qu'était le compte-rendu, le type qui l'interrogeait avait raison. C'est passé dans les médias, ça a duré pendant 3 jours, on a traîné ce type dans la boue, vraiment dans la boue, quoi. Alors qu'il n'avait dit que la vérité. Et il y avait tout ce mécanisme qui était en marche, qui était dans un... On était, de toute façon, tout ce qui pouvait être mis, tout ce qui pouvait mettre en cause les magistrats et les policiers à ce moment-là était évidemment la vérité absolue qu'il fallait, et on était au nom de la transparence là-dedans. J'en remets un peu parce que je sais que je suis à contre-courant de ce qui est généralement admis dans ce domaine-là, mais quand je dis le droit, je dis qu'il y a un droit au secret, mais qu'il y a aussi évidemment, il y a d'abord un droit à l'information. Après le droit à l'information, il y a aussi un droit au secret. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'information. Rien n'est absolu. Je veux dire, c'est évident, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, on ne va pas non plus être dans... Je ne vais pas défendre un régime de secret, de chambre noire, non, évidemment que non. Mais par rapport aux tendances dominantes d'aujourd'hui, j'ai plutôt envie de défendre, en tout cas pour une partie, un droit au secret. Oui. Mais pour une partie. Sur les faits et les opinions, moi, j'avoue que je mélange allègrement les deux. Je pense qu'il est extrêmement difficile d'être... Je disais tout à l'heure, quand je dis il n'y a pas d'objectivité, c'est même quand sans rendre compte de l'opinion. Si on veut rendre compte d'un fait, on choisit toujours un axe qui détermine un point de vue. Et ce point de vue, il n'est jamais le même selon la personne. Simplement, le regard qu'on porte, la manière dont on regarde celui qui est en face de vous, comment il est, comment il se comporte, ça dépend de quoi? Ça dépend de plein de choses que nous avons dans la tête, que nous avons dans le ventre, qui sont nos opinions préalables, nos préjugés, tout ça dedans. Donc, moi, je veux bien qu'on sépare, moi je suis pour mélanger, mais je veux bien qu'on sépare les faits et les opinions. Je pense que ça ne change pas grand-chose. L'appréhension des faits dépend totalement de la structuration de l'individu. Et chaque individu est différent, et pour les 1000 raisons que j'ai indiquées, il est différent. Et quid de la piste alors d'avoir une rotation des journalistes? Ah non, mais alors je disais multiplicité des points de vue. Et aussi, je pense que l'appréciation qu'on doit avoir sur le pluralisme est une appréciation a posteriori, pas a priori. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on forme une rédaction en mettant 2 tiers de socialistes, 1/4 d'écolos, 1/5 de CDH, etc. pour être sûr qu'on a l'objectivité. Non, on regarde qu'une instance, la hiérarchie évalue après un certain temps comment on a rendu compte, et puis on corrige, on change, on équilibre tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui me semble important sur le fonctionnement du pluralisme. Qui est le commanditaire, enfin, à qui doit-on rendre des comptes? Au fond, quelle est la légitimité dans un cas de service public du journaliste? C'est vrai que très concrètement, au jour le jour, il doit rendre compte à sa hiérarchie qui donne des mots d'ordre, qui applique une politique, une ligne éditoriale qu'il peut contester ou pas. Mais pour défendre son point de vue et son positionnement, théoriquement, le journaliste, il y a des missions du service public. Et normalement, il doit pouvoir s'appuyer sur les missions pour éventuellement, je sais que c'est extrêmement difficile aujourd'hui, mais de ne pas être d'accord avec tel ou tel point d'une ligne éditoriale ou tel comportement dans une rédaction, sur le fait que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a une uniformité de vue sur tel ou tel point de vue, sur telle ou telle question économique ou sur telle ou telle question politique, de pouvoir essayer d'introduire mais j'entends bien que tout ça est toujours une question de rapport de force, quoi. À tel moment X c'est possible, à tel moment autre Y ça ne l'est plus.
parce que à l'intérieur de l'institution, parce qu'à l'intérieur plus largement dans la société, il y a des forces qui appuient, qui permettent, sur lesquelles on peut s'appuyer, qui permettent d'exprimer un point de vue différent. Le média ne fonctionne pas à l'extérieur de la société, hein, il est tributaire aussi des rapports de force qui existent partout. Et donc c'est comme ça que, oui ou non, on peut, des points de vue, disons, minoritaires ou contestataires, ou qui mettent en cause simplement une ligne qui semble être l'évidence. Voilà. Et tu dis société et pas pouvoir. C'est-à-dire que le service de télévision est au service de la société et c'est pas l'outil du pouvoir. Comme le pouvoir, en plus, normalement, dans nos sociétés, est variable, je dis, enfin, oui, c'est-à-dire que le pouvoir, l'État, la représentation nationale, le législatif fait un certain nombre de lois qui indiquent comment doit fonctionner cette institution, et c'est in fine à cela qu'il faut rendre des comptes, mais à travers l'intermédiaire, évidemment, d'une institution, de son conseil d'administration, de sa hiérarchie, etc. Mais pratiquement, la marge de manœuvre, elle dépend en dehors de ça, de ce qui existe comme marge de manœuvre en fonction du rapport de force politique qui existe à ce moment-là, précis dans la société. Le reste, je citais Althusser tout à l'heure, qui disait que l'idéologie, c'est de faire des évidences l'évidence. Et c'est contre ça qu'on doit se battre tout le temps. On est dans une structure de pouvoir, je veux dire, d'organisation de la société. À l'intérieur de cette structure, l'individu seul peut rarement quelque chose, sauf s'il a décidé d'être victime expiatoire, martyr, d'être celui qui va être le mouton noir. Mais s'il veut essayer de modifier le cours des choses, la ligne éditoriale, la manière d'appréhender l'actualité, il doit s'appuyer sur quoi? Sur des rapports de force à l'intérieur, en dehors de la structure, comme tu ne veux pas nécessairement donner une réponse unitaire, tu peux donner une nuance, donner des nuances. Oui, voilà, il y a telle et telle nuance qu'il faut prendre en compte. À partir du moment où on est en désaccord, où on est minoritaire, où on est en désaccord avec ce qui est la ligne éditoriale qui est majoritaire, qui est, je dirais, le conformisme. Si on n'a pas derrière soi un certain nombre de forces qui permettent sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je veux dire, on peut tous se battre contre des moulins à vent. Je veux dire, ça c'est toujours possible. Et c'est très joli. Mais il faut le faire. Ce serait intéressant maintenant peut-être de basculer vers, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour influencer et essayer de changer le cours des choses. Donc à partir de là, par exemple, les gens, ça est abordé ici peut-être une question dans cette discussion du statut du journaliste. Est-ce qu'il doit rendre des comptes? Est-ce qu'il doit être par exemple précaire? Est-ce qu'on ne doit pas garantir la stabilité de son emploi pour lui donner la liberté? Il y a peut-être déjà une piste là intéressante, il y en a peut-être d'autres. Donc dans vos interventions, je dirais, bon, si vous avez, il y a une autre question qui pourrait mal au ventre, vous la posez évidemment, mais je dirais progressivement, on doit essayer de boucler, d'aller vers quelques propositions au bout de cette séance. Je pense que c'est plus difficile qu'avant pour une série de raisons, enfin qu'avant, il y a longtemps, hein, je veux dire. Et ces 10 dernières années, je pense que la question est plus que, je dirais qu'il y a une sorte d'exigence de superficialité. Et que dès que des journalistes tentent d'aller au fond des choses, quel que soit d'ailleurs le point de vue qu'ils expriment sur le fond des choses, on leur dit qu'ils sont emmerdants, quoi. Et qu'il ferait mieux de faire Charline Vanhoenacker depuis Paris et des choses comme ça, quoi. Du spectacle. Du spectacle, du divertissement. Voilà. Et que c'était un des points que j'avais noté, mais je pense que ça, c'est peut-être aujourd'hui plus fort que, entre guillemets, une censure politique, quoi. Ouais. C'est pas directement une censure politique en disant ce point de vue-là ne doit pas être exprimé. C'est plus, c'est emmerdant, quoi. Arrête de nous emmerder avec ça.
Tu ne penses pas qu'il y a des choses plus sexy, plus... Voilà. Ça joue, je pense, beaucoup dans la manière dont le champ se réduit sur l'information. Je pense que c'est vraiment un élément important, quoi, de ne pas aller au fond des choses. Voilà. Et aussi, une fois de plus, il faut dire très vite, très court, tout à l'heure, je n'ai pas abordé cette question-là, mais il y a c'est aussi un truc qui va un peu à contre-courant, mais moi je crois qu'il y a aujourd'hui une autonomie par rapport à la question pouvoir contre pouvoir, qu'il y a une autonomie des médias par rapport aux politiques. Combien de fois on voit dans les débats cette manière absolument insupportable des journalistes de couper les politiques, ou quels que soient leurs interlocuteurs, mais notamment les politiques, après 15 secondes. Ouais. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ben, attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est une manière de se donner aussi une sorte de statut d'autonomie ou d'indépendance qui ne correspond strictement à rien, et qui est de dire c'est moi le maître, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais l'agenda, c'est moi qui dis quelle est la hiérarchie des problèmes qu'on va évoquer, et sinon vous faites partie de... Voilà. Donc c'est un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Moi j'ai dit la seule chose qui est pour moi le fondement de l'avenir, à long terme, c'est d'arriver à organiser une éducation à l'image et une éducation aux médias. Ça c'est un objectif politique qui me semble être déterminant. Comment des enfants depuis l'école primaire qui sont aujourd'hui en plus bombardés d'images et utilisent eux-mêmes d'ailleurs des images en permanence aujourd'hui, comment arriver à décrypter peut-être d'une autre manière que eux la voient, comment ils la consomment aujourd'hui, quel langage, quelle grammaire, quelle appréhension, tous les aspects d'utilisation de l'image, y compris à travers toutes les technologies modernes d'aujourd'hui. Alors là, pour le coup, directement là-dessus aussi, pas seulement bien sûr, pas seulement la télé. Ça me semble un objectif politique qui est, je ne dis pas atteignable, mais qui en tout cas, qui est une revendication qui me semble essentielle. Dans un monde où les services publics s'amenuisent, où ils sont victimes d'attaques permanentes sur tous les fronts, tu préconises une éducation aux médias qui serait une offre de service public, alors que tu constates par ailleurs partout que cette offre s'amenuise et a tendance à disparaître. En tout cas, elle est fortement attaquée, sur tous les fronts. Alors, mais il y a encore malgré tout, l'enseignement reste un service public. Enfin, il y a l'enseignement privé, il y a l'enseignement public, mais dans l'enseignement, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, il y a un certain nombre quand même encore de valeurs, de règles, d'appréhension d'une série de questions, que ce soit de l'ordre de la citoyenneté, de la moralité publique, de l'éducation civique, de la formation diverse. Ça fait partie de la formation du citoyen d'aujourd'hui. Je veux dire, simplement ça. Alors, je veux dire, alors on peut se poser, est-ce que les enseignants d'aujourd'hui sont capables de produire ce type-là de formation? On se pose le problème. C'est vrai que c'est une question qui peut être posée aux autres. Mais il me semble en tout cas que ça, c'est une revendication qu'on peut avoir, qui n'est pas atteignable demain, mais qui n'est pas non plus le bout du monde. Enfin. Oui, moi je rejoins cette proposition-là, mais je pense elle peut être intéressante si elle forme des citoyens qui seront après amenés à faire un bon service public. Parce que l'autre versant que je trouve, il y a un risque dans un autre versant de ta proposition, c'est que on va apprendre aux gens, c'est comme si on nous apprenait à bien digérer le fast-food, tu vois, apprendre les élèves à bien digérer cette télévision de mauvaise qualité. Est-ce que oui, peut-être pour un complément, mais dans le sens des propositions, tu disais tout à l'heure que pour un journaliste qui était dans le service public, on lui fait bien comprendre qu'il y en a 30 qui attendent derrière. Est-ce que, je dirais, on ne peut pas travailler sur le statut, tu connais le domaine, moi très peu, mais le statut du journaliste, d'en faire un fonctionnaire, entre guillemets, indéboulonnable, quelque part, et qui lui rend la liberté de traiter l'information, ou la possibilité de traiter l'information d'une certaine manière. Voilà, ça c'est la deuxième question. Après, je propose d'aller vers une conclusion, parce qu'il est pratiquement 10 heures.
Non, mais évidemment, mon cher Franco, nous ne demandons que ça. Mais tout va évidemment dans le contraire, dans le sens contraire. On est comme pour tout le reste. Hein, je veux dire, donc là, on peut évidemment qu'on doit demander la consolidation du statut du journaliste dans le cadre d'un service public. Mais sur l'enseignement, évidemment. C'est comme pour tout le reste, ou alors on retire nos enfants des écoles. Je veux dire, si on pense que dorénavant ils ne sont plus là que pour apprendre à bien digérer le fast-food, il faut plus qu'il y en a plus qu'à les ramener à la maison. Je veux dire, parce qu'on a quand même, on peut encore faire confiance quand même. Sinon, je parlais des appareils idéologiques d'État. L'école en fait partie, bien entendu. Donc c'est clair que l'école, globalement, elle véhicule la pensée dominante, les stéréotypes, les préjugés, etc. Mais il y a aussi, aujourd'hui encore et toujours, quand même une multitude d'enseignants qui ne se résignent pas à ça, qui ne sont pas d'accord avec ça, qui se battent contre ça. Et c'est à eux qu'il faut faire confiance. Voilà, et que voilà, c'est dans ce cadre-là. Mais simplement l'idée voilà. Après ce qu'ils en feront, on ne le contrôle évidemment pas. Mais moi je dirais vraiment que pour moi le nœud de la question aujourd'hui, parce que sur lequel on peut aussi trouver des alliances avec des enseignants, avec des mouvements d'éducation populaire, c'est la question de l'éducation aux médias. Pour moi, je dirais franchement qu'aujourd'hui, la question n'est pas une question d'ordre budgétaire. L'émission qui coûte la plus cher aujourd'hui, c'est The Voice. Et que donc, c'est pas trop la question du budget accordé à une émission que tant qu'une ligne éditoriale, des choix éditoriaux. C'est ce qui rapporte le plus en pub aussi. Oui, mais non, alors bien sûr, bien entendu. Mais c'est la question du choix et puis derrière toute une politique qui est de dire on ne travaille pas pour. Le grand public n'existe pas, il y a des publics spécifiques, il faut s'adresser à des publics selon les moments, les temps différents, des objectifs différents. Tout ça est une stratégie, mais qui aujourd'hui est totalement battue en brèche et qui est évidemment... je vois très mal comment on peut... Moi je suis pour, on en a fait des cahiers de doléances là-dessus et des contre-propositions, et je pense qu'on peut les faire, mais tant que le rapport de force politique est ce qu'il est, je ne vois absolument pas comment ça peut avoir... Je crois plus aujourd'hui à ce qui est effectivement plutôt, évidemment, qui n'est pas en amont, qui est plutôt en aval, qui est l'éducation aux médias. C'est pas trop difficile de définir ce que devrait être une information au service public. Je pense que j'ai tenté de la faire dans les grosses lignes, mais on peut l'affiner assez facilement. Le problème, c'est que ça ne correspond aujourd'hui à aucune majorité politique capable, qui ne peut même l'entendre, ce genre de truc-là. Cela fait pourtant une dizaine d'années que la RTBF prétend faire une émission d'éducation média. Enfin, faire ou ne pas faire. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience? J'avoue que je ne l'ai plus vu depuis Il y en a eu plusieurs des mois, mais ça me semblait plutôt être des plaidoyers pro-domo que de véritables critiques, critiques dans le sens positif du terme. Ça peut être une critique positive ou négative, mais une appréhension critique des informations. J'ai le sentiment, mais je n'ai plus vu ça depuis des années, donc je n'ai pas de jugement. Ce que j'en ai vu il y a des années me semblait être plutôt chaque fois des justifications pro-domo plutôt que des vraies approches critiques du travail. C'est très difficile de faire une critique de l'intérieur en plus. Bien, nous avons quand même réussi à terminer sur quelques propositions, donc le cahier des charges est à peu près rempli. Il ne faudrait pas terminer sans remercier Hugues d'avoir passé la soirée avec nous, avec toutes ces...